Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Avenir à domicile, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'aide à domicile. Le pilotage d'activité est un sujet qui revient régulièrement dans le cadre de nos missions chez Amaltia. C'est peut-être le point de départ. On pose des questions sur des indicateurs clés comme le taux d'encadrement, le taux d'occupation, la rentabilité, etc. Beaucoup ont des problèmes pour répondre à ces questions. Beaucoup ont du mal, finalement, à savoir le taux d'encadrement ou des éléments précis comme la marge et les perspectives de déploiement. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont la tête dans le guidon. Ils n'ont pas le temps de prendre du recul et analyser leur activité. La gestion financière est quelque chose de compliqué où il faut prendre du recul et prendre le temps d'analyser les chiffres. Quand j'ai discuté avec Jérôme Pagès, donc le directeur du réseau Axéo Services, dans le cadre d'un projet justement d'accompagnement de mise en place de reporting, il m'a dit qu'une personne parmi ces agences était particulièrement douée pour mettre en place ce reporting et même d'utiliser des outils comme Power BI. J'étais surpris car dans le cadre des missions, c'est rare qu'on entende ça. J'ai voulu découvrir qui était cette personne et surtout comment il avait réussi à prendre le temps de mettre en place ce type d'outils. Donc, j'ai l'honneur de recevoir Stéphane Chaban. Bonjour Florian. Bonjour Stéphane, merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisir partagé. Donc, on va parler reporting, mais surtout de rendre ton entreprise plus autonome, donc de gagner du temps. Tout à fait. Est-ce que tu peux déjà te présenter ? Oui. Donc moi Stéphane, j'ai 50 ans, enfin 53 plus exactement, et je suis directeur d'une agence qui est basée à Armentières dans le Nord, qui aujourd'hui emploie à peu près 40 salariés sur les métiers du confort. D'accord. Voilà. Donc, jardinage, ménage, repassage. Jardinage, ménage, vitres. J'ai spécialisé l'entreprise sur 3 activités pour des questions de cohérence d'activité, d'efficacité et de conviction personnelle. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie rendre son entreprise plus autonome. J'imagine que c'est un processus qui est venu pas immédiatement, peut-être que c'est venu immédiatement, ou est-ce que c'est suite à un incident, à un événement ? Alors en fait, c'est vrai qu'on ne se décide pas du jour au lendemain à dire « tiens, mon entreprise doit être autonome ». Souvent, on est mis sous la pression, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on est tellement noyé qu'on se dit « oh, faut que je trouve une solution ». Dans mon cas, en fait, c'était pas tout à fait ça, en fait. J'avais déjà l'ambition, à un moment ou à un autre, d'avoir plus d'autonomie, moi, pour investir des sujets où je suis le plus à l'aise. Donc ça, pour avoir du temps, dans ce métier-là, il faut en libérer. Et pour le libérer, il faut aussi confier des tâches à un certain nombre de personnes. Donc j'avais ce projet-là en tête quasiment depuis la création de l'entreprise. Sauf que quand on crée l'entreprise, on se lance, on a autre chose à faire. Mais c'était sous-jacent. Et puis, il y a 3-4 ans, il y a un événement plutôt dramatique qui est survenu, puisqu'on a un collègue franchisé qui s'est tué. Voilà, il est tombé d'un camion. Et là, je me suis dit, mais Stéphane, en fait, ce franchisé, il avait une bonne stratégie, il gérait bien son entreprise. Voilà, il n'y avait pas de problème particulier, sauf que son entreprise, elle avait failli fermer. Parce qu'en fait, il a tout reposé sur lui. Donc là, je me suis dit, ok Stéphane, tu avais en tête de mettre en place à un moment ou un autre une délégation et d'organiser ton entreprise pour qu'elle soit autonome. Il faut peut-être le faire maintenant. C'est peut-être pas la peine d'attendre parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Donc là, je me suis dit, c'est le moment est venu, j'y vais. Et ça, c'est important, c'est le déclencheur. C'est pourquoi on le fait. En fait, je vous dis encore une fois, souvent, on se pose pas ces questions-là. On le fait parce qu'on y est contraint. Or, quand on a envie de déléguer, ça doit s'inscrire dans une stratégie et dans une vision qu'on a de son métier ou de son avenir sur les années à venir. Voilà. Ça a été plutôt mon cas et c'est ce que je conseille plutôt à mes collègues ou aux personnes qui visionneront la vidéo. D'accord. Voilà. Et tu me disais aussi que tu avais pu échanger avec d'autres personnes qui étaient au bout du rouleau et tu te disais, j'ai pas envie de finir comme ça. Oui, alors c'est vrai que quand on se lance, on est tout feu, tout flamme, tout brille, c'est super sympa. Et puis on se rend compte au bout d'1 an, 2 ans que ce métier c'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon.
et que si on donne tout sur les 3 premières années, la 4e on est mort, la 5e on est mort. Et c'est vrai que dans le réseau, j'ai quand même côtoyé pas mal de franchisés qui étaient quand même super fatigués, usés, qui avaient envie d'arrêter, qui vraiment se disaient que le métier est trop intense. Donc c'est vrai que ça m'a fait réfléchir en disant effectivement, si je veux durer, il va falloir aussi que j'organise l'entreprise pour que je puisse durer. Voilà. D'accord. Parce que j'avais la conviction que il n'y avait pas de raison que j'échappe parce ils vivent si je fonctionne comme eux. Hein. Les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. Donc je pense qu'il fallait trouver autre chose. Ok. Ouais. Donc dès que tu as eu ce déclic, tu t'es dit je vais rendre mon entreprise, je vais déléguer finalement. Mm-hmm. Par quoi tu as commencé qu'est-ce que tu as mis en place? Alors en fait, j'ai déjà commencé par me poser la question quelles sont mes priorités. Parce qu'en fait, dans une entreprise, la priorité, ça peut être l'opérationnel, ça peut être le financier, ça peut être la structure juridique, ça peut être pour son bien-être de sa famille, par exemple. Mmh. Donc il a fallu déjà que je me pose des questions sur dans quel sens. Et ça, c'est pas le plus simple, parce que en fait, quand on commence à arriver à ce stade où on se dit on veut rendre l'entreprise autonome, on a envie de tout faire. Sauf que c'est pas très facile de tout faire en même temps. Donc, on est un peu obligé de prioriser. Et donc, c'est vrai que dans mon cas, j'ai quand même de l'ambition, j'avais envie de développer mon entreprise, donc j'ai plutôt axé sur 2 axes, la structure juridique de l'entreprise et la partie patrimoniale de l'entreprise. Donc, comment faire pour que la structure juridique de l'entreprise me permette d'acquérir de nouvelles structures ou d'évoluer ou de compléter mes métiers par rapport à ce que je fais aujourd'hui, mais aussi assurer que quel que soit le moment où j'arrête mon activité ou je décède malheureusement, que je ne mette pas en difficulté ma famille ou les gens qui travaillent dans l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise puisse continuer à tourner sans moi, le temps que quelqu'un d'autre prenne la suite. Donc ça a été mes premiers chantiers. Et ça s'est concrétisé. Alors c'était un travail sur 2 ans. Hein. Donc vous voyez, comme quoi on dit ça prend du temps. 2 ans pour monter une holding familiale avec toute la partie patrimoniale. Donc là, faut bosser avec un commissaire aux comptes, faut bosser un conseiller en patrimoine, un juriste qui va vous bâtir tout ça pour que ça tienne la route. Donc c'est des longs projets. Vous voyez, en fonction du sujet sur lequel vous allez mettre votre priorité, ça peut prendre du temps. Et il faut l'accepter. On peut pas imaginer que ça se fasse comme ça en claquant des doigts. Donc ça a été le premier chantier. Et puis après, c'est vrai qu'une fois que j'ai eu sécurisé ça, après c'était plutôt des sujets opérationnels. Voilà. Et donc là, l'idée c'était plutôt de me libérer du temps pour que moi je puisse aller faire de la croissance externe, etc., etc. Donc là, les sujets opérationnels, c'est tout autre sujet. Hein. Ça n'a rien à voir. Bon, là, on choisit les sujets les plus importants et puis on commence à les décortiquer, à se dire par lequel je commence. Voilà. D'accord. Et du coup, tu as commencé par quoi? Alors en fait, sur les sujets opérationnels, c'est pareil, c'est toujours se demander ce qui est le plus critique, de mon point de vue. En fait, moi, alors j'ai la chance d'avoir une expérience dans le domaine de l'assurance, où j'ai bossé sur de la gestion des risques. Voilà. Et donc il y a un outil qui s'appelle une cartographie des risques, que vous pouvez trouver sur Google ou n'importe où. Enfin, il y a des matrices toutes faites, toutes simples, qui vous permettent de cartographier un risque en fonction de sa criticité et de sa fréquence de survenance. Donc, quand on veut aller travailler sur des risques opérationnels, en tout cas, ce que j'ai fait et ce que je vous conseille, il faut commencer à travailler là-dessus. Dire, voilà, quel risque on a. Donc, par exemple, si moi, je suis pas là et qu'on peut pas facturer les clients. Alors, c'est vrai que la fréquence est rare. Par contre, la criticité est maximum. Vous facturez pas vos clients, vous encaissez pas de somme, et du coup, votre entreprise, elle vit plus. Donc, vous voyez, là, on est sur une criticité maximum. Par contre, vous savez pas gérer un remplacement chez votre client parce que votre intervenant n'est pas là. Bon, oui, c'est fréquent, mais la criticité remet pas en cause la pérennité de l'entreprise. Donc, en fait, quand on fait ce travail-là, on est rapidement amené à identifier les sujets qui sont critiques, en fait. Ceux où vous-même, chef d'entreprise, vous êtes finalement indispensable parce qu'un chef d'entreprise, il sait tout. Il a toujours la bonne idée, il connaît tout sur tout. Sauf qu'il oublie de penser qu'il n'est pas toujours là. Donc, moi, par exemple, j'ai commencé par les factures, j'ai commencé par toute la dimension paye. Alors, la facturation, ça a pris quand même 3-4 mois, rien que pour ça. Rien que la facturation. Et pourtant, on a des outils qui sont performants, mais il ne suffit pas de former les gens sur l'outil, il faut leur faire comprendre la logique
de l'outil et là où on veut les amener. Ouais. Donc, ça prend savoir-faire aussi. Savoir-faire, comprendre, ne pas oublier de communiquer aux clients, aux intervenants qui bossent avec vous. Donc, il faut vraiment prendre le sujet de manière complète. Oui, c'est pas juste facturer, c'est tout un processus. C'est tout le processus. Et justement, là, on parle beaucoup de savoir déléguer. Comme tu dis, le gérant, le patron, c'est tout mieux que tout le monde. J'imagine que c'est pas si simple que ça. Il faut prendre le temps, il faut bien expliquer. Alors, le patron, oui. En fait, il y a un premier challenge, en tout cas, que tout le monde doit se poser, c'est quelqu'un à qui on délègue le travail ne le fait pas de la même manière que vous. Ouais. Et ça, c'est déjà un challenge en soi. Parce que surtout sur la phase d'initiatique, on va dire, il va se tromper, il va perdre du temps, il va vous solliciter 52 fois, des fois sur les 52, 48 fois sur la même question. Vous allez consacrer beaucoup de temps et d'énergie à affronter ça. Donc, ça veut dire que quand on commence à se dire que l'entreprise doit être autonome, faut accepter ça. Moi, dans mon jargon, c'est ce que j'appelle le droit à l'erreur. C'est-à-dire que quelque part, quelqu'un qui fait et qui se trompe, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de l'accompagner quand il fait l'erreur pour qu'il comprenne pourquoi il y a eu l'erreur et comment il pourrait faire différemment la fois d'après. Okay. C'est vraiment une démarche qu'il faut accepter, mais qui est pas facile. Voilà. Et ça, c'est toi qui accompagne chaque personne ou comment ça se passe? Toi qui tu t'es fait aider? Alors oui, parce qu'en fait, pour le moment, j'étais le chef d'entreprise, donc c'est moi qui l'a fait. J'avais pas moi à mon niveau le besoin de me faire accompagner. Okay. Mais j'avoue que d'autres profils que le mien pourraient avoir beaucoup de difficultés à gérer ça. Donc là, moi, je pense que un accompagnement, du coaching, enfin des méthodes qui vous permettent de vous sentir plus à l'aise avec le risque sont très utiles. Ouais. Parce que quelque part, vous gérez un risque. En plus, imaginez bien qu'on part sur la facturation, on lui confie un processus clé. Ouais. C'est tout de suite, s'il se trompe, c'est mort. De responsabilité. Ouais. Et donc du coup, de savoir comment on gère la nouvelle responsabilité qu'on a, et donc il y a peut-être une conduite du changement à aborder. C'est ça. Ouais. C'est ça. Alors ça, donc c'est la première, pour moi, c'est la première condition, c'est être prêt à accepter ça, ce risque-là. Et après, il faut aussi mesurer la composition de son staff, parce que déléguer c'est bien, mais il faut savoir déléguer à qui. Et est-ce que la personne en question a la capacité à absorber ce que vous voulez lui confier? Ouais. Et ça, c'est la deuxième question à se poser, parce que si vous n'avez pas les bonnes personnes, ça marchera pas. Oui, parce qu'il y a le côté, c'est bien d'avoir l'idée, mais après, derrière, il faut embarquer tout le monde. Il faut embarquer tout la le monde. conduite du changement, c'est d'impliquer les gens dans ce schéma déjà de première décision de déléguer. Ouais. Il faut aussi que ce soit un projet d'entreprise. Exactement. Alors, le droit à l'erreur, je reviens là-dessus, parce que c'est typiquement ça, c'est que nous, chefs d'entreprise, enfin moi, chef d'entreprise, j'ai dû accepter qu'ils se trompent. Ouais. Mais il faut aussi que eux, ils disent, oh, si je me trompe, faut pas que le patron me cherche des poufs. Je sais pas. Donc il y a aussi un travail à faire d'accompagnement pour mettre la personne en confiance. Et donc ça, je pense que c'est un travail qu'il faut commencer avant d'envisager la délégation. C'est sur le travail du quotidien. Tu t'es trompé sur un emplacement, c'est pas grave. Écoute, comment on pourrait faire différemment la prochaine fois puisque ça n'a pas marché? Ah, on pourrait faire ça. Ah, ok, très bien. La prochaine fois, tu fais ça. Et au fur et à mesure, ces personnes-là commencent à prendre confiance. Ils se disent, le patron, il accepte que je puisse me tromper. Et en plus, si je me trompe, il est là pour m'aider, pour que je comprenne. Voilà. Donc ça, il faut le commencer avant de commencer à déléguer, parce que sinon, vous allez mettre en insécurité les personnes. Ouais. C'est dans la culture d'entreprise. Il faut que ça soit dans la culture d'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un des éléments importants. Et le troisième, de mon point de vue, c'est le rythme. Vous savez, un patron, alors, en tout cas, moi, j'ai toujours plein d'idées. Et une fois que l'idée est sortie, j'espère que dans la semaine qui suit, ça va être fait. Voilà. Sauf que quand vous êtes dans une démarche de modification de la structure de votre entreprise et de fonctionnement avec vos collègues, à qui vous allez demander de prendre de la hauteur, de l'autonomie, enfin de la liberté sur ce qu'ils font, comment ils font, vous pouvez pas avoir le même rythme. Donc ça implique pour le chef d'entreprise qu'il ralentisse son rythme, ou à tout le moins qu'il l'adapte à celui de ses collaborateurs. D'accord. Voilà. Et je dirais même à chaque collaborateur à qui il délègue quelque chose, puisque chacun a son rythme.
Et quand tu dis ralentir, c'est au début ou c'est même tout le long? Tant que vous n'êtes pas certain que le processus est acquis, D'accord. il faut ralentir. Ça peut durer. Ça peut durer, ouais. Ça peut durer parce que si vous coupez trop tôt l'accompagnement, il va retomber dans le risque, je vais pas y arriver, ou j'ai pas bien compris ça. Et là, il va se dire, ça fait 1 mois et demi qu'il me forme, il va pas comprendre que je revienne le voir alors que je lui dis que c'était bon. Donc, on repart sur un système d'insécurité de la personne, alors qu'il faut pas. Ouais. Donc, un accompagnement, vraiment, c'est long. C'est long. Vous voyez, sur moi, dans le cadre de ces stratégies globales de délégation, j'ai embauché une personne qui avait un Master 2 RH pour venir compléter des connaissances que je n'avais pas, mais aussi parce qu'elle avait un profil intellectuel qui m'intéressait. Voilà, quelqu'un qui pige vite, qui percute, qui se pose des questions. Et ben même pour une personne comme ça m'a pris quasiment 1 an pour arriver à lui inculquer tous les principes de délégation que je voulais atteindre. C'est long. Voilà. Donc, il faut l'accepter. Et donc, il faut ralentir. C'est-à-dire que l'année où j'ai commencé avec Morgane, en l'occurrence, j'ai pas fait tous les sujets que je voulais. Voilà. Par contre, depuis qu'elle est autonome sur tous ces sujets-là, j'ai rattrapé le temps. Oui, c'est l'investissement. C'était de l'investissement. Voilà, c'est ça. Il faut prendre ça comme de l'investissement. C'est bon. Donc, j'entends, c'est long. Il faut ralentir le rythme pendant, justement, peut-être 1 an. Du coup, il faut accepter aussi peut-être de perdre pas de l'argent, mais en tout cas de diminuer la croissance de la structure. Ça peut avoir des impacts. Alors, ça, je pense qu'il faut pas. Non, il faut pas. Alors, en fait, la délégation, pour moi, ne remet pas en cause la poursuite du développement de l'entreprise. Oui, mais dans la phase de délégation, dans la phase d'investissement, justement. Alors, on peut l'imaginer, mais si on l'accepte ça, c'est-à-dire qu'on accepte que l'entreprise se développe pas parce qu'on a une compétence qui est pas au niveau. Donc là, pour moi, de mon point de vue, c'est le chef d'entreprise qui porte encore le dynamisme. Voilà. Tant que la personne n'est pas autonome, il continue à porter une partie de la charge jusqu'à ce que la personne le devienne complètement. Et à partir du moment où elle l'est, du coup, là, il peut lâcher, mais l'entreprise continue à avancer. Mon propos tout à l'heure, quand je disais il faut ralentir, c'est qu'il faut accepter de couper des sujets. Mais le développement de l'entreprise n'est pas un sujet qui peut être coupé. On va dire, on va couper le déploiement de telle fonctionnalité dans l'outil parce qu'on n'a pas le temps de former, on n'aura pas le temps de... Voilà, ou on va couper tel investissement parce que si on l'investit là-dessus, on n'aura pas le temps de s'en servir avant 6 mois parce qu'on n'est pas prêt. Vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là. La vie de l'entreprise doit se poursuivre. Par contre, dans toute vie d'entreprise, on peut couper un certain nombre de morceaux qui ne sont pas indispensables à l'instant T à son développement. C'est sûr, si on les avait, on irait peut-être un peu plus vite. Ouais. Mais le rythme normal de croissance doit se poursuivre. Ça me fait penser, tu parlais de cartographie des risques, qui était un outil. Oui. Là, c'est aussi un petit outil qui peut être facilement mis en place, c'est l'impact effort. Oui. Ce genre de choses où d'avoir une petite matrice, est-ce que ça a beaucoup d'impact ou pas? Est-ce qu'il faut beaucoup fournir d'efforts financiers, humains, de temps et du coup, de pouvoir prioriser aussi comme ça. Ouais, alors c'est vrai que sur les cartos des risques, souvent, on associe ce que tu dis. On va dire le temps d'acquisition, enfin voilà, toute cette partie-là. Ça permet aussi de se dire, effectivement, je vais peut-être prioriser celui-là parce que celui-là, il est rapidement faisable. En fait, souvent, on se dit, je vais commencer par le plus dur. Ouais. Parce qu'une fois qu'il est fait, je suis tranquille. Ouais. Sauf que c'est tellement difficile qu'on risque d'aller à l'échec. Ouais. Et donc, si on veut se mettre en confiance, y compris le patron, il vaut mieux démarrer par des sujets qui sont plus accessibles. Ouais. On va remporter des petites victoires. Certes, c'est des petites victoires, mais quand on en a 1, 2, 3, 4, 5, après, on se dit, finalement... ça nous met dans une dynamique. On est dans une dynamique positive. Et le cerveau, il aime bien. Et puis, vos collaborateurs, ils ont déjà réussi des choses. Donc, ils sont en confiance. Donc, pas aller trop vite. Plutôt commencer par des choses qui sont accessibles, où on se sent plus à l'aise, que de démarrer vers des choses... Vous voyez, moi, j'étais pas du tout à l'aise sur la partie RH. C'est pas le sujet sur lequel je me suis lancé du premier coup. Voilà. On peut aller direct dans l'échec et ça peut couper court à toute volonté. C'est ça. Donc voilà, il faut quand même choisir... on dit toujours, il faut choisir ses combats. C'est typiquement le cas. Ok.
On va revenir sur un sujet justement sur lequel je suis venu te voir, qui est le rapport d'activité. Ouais. Parce qu'on parlait justement de tout déléguer, enfin, ou déléguer une certaine partie des tâches. Comment tu t'es assuré que c'était bien fait? Ouais. Alors ça, c'est effectivement, parce qu'on peut se dire, je délègue, bon, une fois qu'ils savent, je m'occupe plus de rien. Non, la confiance exclut pas le contrôle. Hein. C'est un proverbe quand même qui est connu. Il n'existe pas sans raison, ce proverbe. Hein. C'est pas parce que vous déléguez que vous devez pas maîtriser ce qui se passe dans votre entreprise. Voilà, ça c'est clair. Et j'aurais même tendance à dire, c'est plutôt normal. Plus vous prenez de la hauteur en tant que chef d'entreprise, plus votre rôle, c'est pas de faire de l'opérationnel, mais c'est de superviser l'opérationnel pour que tout se déroule correctement. Et votre rôle à vous, c'est plutôt de développer l'entreprise, de faire des partenariats, de faire de la croissance externe, d'optimiser ce qui peut être optimisé, etc., etc., etc. Donc effectivement, pour le contrôle, moi, dans mon esprit, ça doit pas être un contrôle qui est intrusif. C'est-à-dire que je n'ai pas souhaité demander à mes subordonnés toutes les semaines, tu dois me dire ça, et puis je veux voir si tu as fait ça. Ouais. Non, je pense que ça, c'est un peu castrateur en termes d'approche, et c'est un peu contraire à l'esprit du droit à l'erreur. Ouais. Si on dit aux gens, allez, lancez-vous, et puis que derrière, toutes les semaines, on va dire, mais t'as pas fait ça, ou t'as oublié ça, puis il faudrait peut-être repenser à faire ça. On va rapidement aller à contre-courant de ce qu'on a envie de faire. Oui, ça revient à ce que tu disais. Ça revient à ce que je disais. Ouais. Donc pour moi, il faut avoir un management qui est adapté à ça. Donc c'est vraiment être en souplesse. Donc on peut aussi avoir de l'information sans solliciter ses collaborateurs. Donc effectivement, dans Ximi, avec des outils complémentaires comme Power BI ou To-Do ou Microsoft Outlook avec les tâches, on peut arriver à suivre un certain nombre de choses de manière automatique, sans déranger qui que ce soit, juste pour nous alerter si on est plutôt dans le bon tempo, pas dans le bon tempo. En fait, on n'a pas forcément besoin, en tant que chef d'entreprise, d'avoir la donnée exacte. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est est-ce que c'est cohérent par rapport à ce que j'attendais ou pas. Si ça ne l'est pas, ça veut dire qu'il faut peut-être que j'accompagne pour compléter. Ouais. Mais si c'est cohérent par rapport à ce qu'on attendait ou c'est mieux, banco. Ça veut dire qu'ils ont compris et qu'ils se sont suffisamment approprié le sujet. Et là, il faut les féliciter. Et ça, c'est plus dur aussi pour moi. Moi, je suis toujours en exigence, j'ai du mal à féliciter des gens quand ils réussissent. Donc ça, c'est un exercice du management. C'est vrai que j'aurais pu le dire dans les freins. Savoir féliciter, c'est au moins aussi important que leur dire t'inquiète pas, je vais t'accompagner pour que ça se passe mieux la prochaine fois. Ouais. Bravo, t'as essayé, ça n'a pas marché complètement, mais ça a quand même marché. Donc il faut accepter de lâcher de la bride aux gens sur tous les sujets de la vie qu'ils font, mais quand même avoir des indicateurs qui alertent. Voilà. Oui, des garde-fous. Des garde-fous. Donc, par exemple, sur vos commerciaux, vous pouvez avoir le nombre de devis, par exemple, ou le nombre de visites clients qu'ils ont fait, ou le nombre de contrôles qualité qu'ils ont fait chez les clients, ou le taux de conversion. Tous ces indicateurs-là, on les a dans notre outil. Il n'y a pas besoin de les solliciter pour se dire est-ce qu'ils l'ont fait ou ils l'ont pas fait. Même eux peuvent le suivre directement et s'auto-discipliner. Exactement. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Au bout d'un moment, quand vous les avez bien accompagnés, ils ont compris là où vous les attendez. Et spontanément, ils viennent vers moi en disant tiens, le mois dernier, j'ai fait 25 devis. Bon, vous avez tout gagné. Ouais. Voilà, vous avez tout gagné. Donc, il faut avoir des indicateurs de pilotage. Alors, fin ou pas fin, ça dépend un petit peu de ce qu'on veut suivre. Mais par exemple, moi, je vais suivre des choses macro, parce que la vision globale de l'entreprise, quelle que soit l'activité, est importante. Donc, le chiffre d'affaires, la marge globale de l'entreprise, le résultat net. Ok, ça, au moins le mois. Moi, j'ai performé plus que la moyenne, puisque j'ai un compte de résultat mensuel. C'est comme si je faisais un arrêté des comptes tous les mois. Mais aussi, on peut avoir des indicateurs type résultat par activité, marge par activité, pourcentage d'encadrement. Ouais. Tous ces sujets-là sont des indicateurs qu'on peut avoir facilement et qui nous permettent de guider l'entreprise et qui nous permettent d'accompagner le collaborateur quand on voit que sa démarche ne donne pas le résultat escompté. Ouais, d'accord. Okay. Voilà. Et ça, tu les regardes tous les mois, toutes les semaines Alors, ça dépend du degré de confiance. Ouais. Moi, je les regarde tous les mois. Tous les mois. Tous les mois, je jette un œil pour voir si c'est en phase, pas en phase. Et quand c'est pas en phase, on en discute. Voilà. Ouais. Parce que ça, il y a
quand je t'écoute, tu as plusieurs niveaux. Tu as déjà dans l'outil métier, donc Ximi, Oui. où tu as déjà plein de rapports d'activité. Oui. Tu as des vues, Tout à fait. tu as des taux d'occupation. Oui. Voilà, par personne. Tout à fait. Et après, tu as construit une surcouche qui parle à Ximi, Power BI, Oui. où là, tu as construit toi-même tes ratios, oui. Qui n'existaient pas forcément dans Ximi, mais qui étaient beaucoup plus précis, beaucoup plus adaptés à ce dont tu avais besoin. Ouais, tout à fait. Oui, alors je vais dire oui, hein, je parle pas très bien. Le oui. En fait, il faut utiliser les outils au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Aujourd'hui, dans Ximi, on a quand même une solution super simple pour piloter une grande partie des indicateurs opérationnels. On peut suivre le chiffre d'affaires par activité, les remplacements, enfin, toutes les choses qui font la performance opérationnelle de l'entreprise, on peut les piloter là-dedans. Donc, en plus, maintenant, on a des vues personnalisées. Donc, on peut vraiment cibler à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose de spécifique, identifier ce qu'on a besoin. Donc, ça, c'est ce qu'il faut chercher en priorité, tout ce qui est simple. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher des trucs compliqués alors que les bases, on les a pas. Ouais. C'est un peu comme ce que je disais sur la matrice des risques. Commençons par quel est le risque le plus important pour moi. Déjà, si je sais pas mon chiffre d'affaires, voilà, avant de parler de marge, c'est bien, mais si je sais même pas combien je fais de chiffres tous les mois, c'est un problème. Avant de se lancer dans un gros projet de Power BI hyper complexe, exactement. Regardons déjà ce que propose l'outil. Bien sûr. Je pense qu'il faut vraiment pousser l'utilisation des outils au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Voilà. Et de challenger léger les éditeurs, hein, Florian, quand on n'a pas ce qu'on veut. Et effectivement, une fois qu'on a couvert tout ce spectre-là, là, on peut commencer à aller chercher ailleurs. Donc effectivement, moi, j'ai choisi la solution Power BI. Alors, d'une part, parce que c'est une solution qui est semi-gratuite, hein, enfin, c'est dans le pack Office, là, enfin, un truc. Certains packs Office. Ouais, certains packs Office. En plus, c'est quand même plutôt convivial. Alors, c'est un peu difficile d'accès au début, mais une fois qu'on a un peu compris le système, on peut faire des choses très rapidement pour des résultats qui sont très simples et qui sont lisibles visuellement. Enfin, voilà, et puis, Power ça permet, juste qu'on rappelle, c'est un outil de Microsoft, donc BI qui veut dire Business Intelligence, qui va récolter de la donnée brute pour en faire quelque chose qui parle, avec des illustrations, des camemberts et de l'aide à la décision. Exactement. Là, en l'occurrence, dans Power BI, moi, je récupère des données de Xelia, enfin de Ximi. Par exemple, je suis les comptes techniques par client. Alors, tout compte technique dans le service à la personne, on ne le connaît pas. Dans l'assurance, c'est naturel. En fait, un compte technique, c'est quelle est la marge pour un client. Pour un client, c'est pas une activité, c'est un client. Et une fois qu'on a la marge pour ce client, on est capable d'identifier la marge pour chaque activité de ce client, année par année. D'accord. Donc, vous voyez, et ça m'a pris une heure. Une heure. J'ai fait une vue personnalisée dans Ximi, je l'ai chargé dans Power BI, j'ai mis mon tableau en forme, et aujourd'hui, sur 2023, 2022, 2024, je sais quels sont mes clients. Et ce que je dégage comme marge sur chaque client. C'est-à-dire que potentiellement, et d'ailleurs, c'est pas potentiellement, je l'ai fait, sur des clients où j'avais des très belles marges sur le jardin, je les ai pas augmentées sur les vitres. D'accord. Donc ça t'aide à prendre ce type de décision-là. Exactement. Concrètement, je peux faire des choses comme ça. J'ai travaillé aussi, pareil, ça m'a pris 2 heures, sur la notion de remplacement. Vous savez que dans notre métier, le remplacement, c'est une donnée extrêmement importante. On a beaucoup d'absentéisme, il faut toujours savoir. Et moi, la question que je me pose à l'époque, c'est est-ce que j'essaierai pas d'embaucher une personne qui ne fait que des remplacements ? Sauf que la donnée, alors aujourd'hui dans Ximi, elle n'est pas encore parfaitement identifiable. Voilà, j'ai pas le beau rapport qui va bien. Par contre, j'ai extrait les données et aujourd'hui, je suis capable de savoir les volumes de remplacement par heure, par mois, quelles sont les personnes qui font les remplacements. Et donc, j'ai rapidement été capable de me dire, j'ai 140 heures de remplacement minimum tous les mois, je peux prendre une personne. Il sera toujours occupé. D'accord. Et aujourd'hui, je suis à quasiment, je sais plus, je crois 180, où je pourrais commencer à me dire, tiens, je pourrais peut-être presque en prendre une deuxième. D'accord. Est-ce que tu as cette notion de répartition des charges ? Oui, alors, j'allais y venir. Parce qu'effectivement, là, on est sur la partie opérationnelle. Mais après, il y a la partie finance, on va dire. Pardon, répartition des charges de travail, toujours sur le cas des remplacements, parce que là, Oui, je peux choisir le métier. Ouais, d'accord. Parce que je me dis, s'il y a une personne qui est volante, après on digresse un peu, mais peut se fatiguer. Tout à fait. Donc, là, je peux choisir par métier.
Ouais. Par contre, après, c'est plus des choix d'organisation. Voilà, on va dire, notre volant, en l'occurrence, va beaucoup sur le nettoyage entreprise, les particuliers et les vitres. Mais le jardin, non. Ouais. Parce qu'on a une autre organisation. Mais on pourrait. Ouais. Mais en tout cas, je suis capable, effectivement, de scinder par activité les volumes d'heures qu'il fait sur chaque métier et de les rapprocher comptablement pour un calcul de marge de l'activité réelle, en fait. Ouais. Puisque c'est là que j'allais découler. Toute la partie comptable, je la charge dans Power BI aussi. Du coup, je peux croiser ces infos de remplacement, par exemple, tu fais une ventilation avec mes données comptables. Ouais. Donc aujourd'hui, je suis capable de sortir, par exemple, sur ma masse salariale. Je peux avoir ma masse salariale des salariés qui ont un vrai contrat pro. J'ai la masse salariale des gens qui font du détachement d'entreprise, parce que du prêt de personnel, par exemple. Puis je peux avoir la volumétrie d'heures qui est liée au remplacement qu'on fait. Ce qui fait que je peux avoir des coûts complets, très précis sur une activité et sortir un compte de résultat par activité comptable. Ouais, là tu es vraiment du contrôle de gestion analytique. Exactement. Ouais. Parce que de toute façon, le rôle du chef d'entreprise, au bout d'un moment, toute cette partie opérationnelle, c'est vos collaborateurs qui doivent la piloter de plus en plus. Vous devez la superviser. Mais quand vous allez leur déléguer la gestion, je sais pas, des plannings, des machins, enfin de tout ce qu'on veut, il faut les amener jusqu'au bout du process pour que eux-mêmes puissent s'auto-contrôler. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Bah, eux-mêmes, ils peuvent aller dans Ximi, regarder leur chiffre de devis ou de chiffre d'affaires vendu. Et ben, il faut les emmener jusque-là. Il faut qu'ils aillent se poser la question, est-ce que je suis en phase moi-même avec ce qu'on espérait? Pour que vous-même, vous n'ayez plus à faire ça. Ouais. Et là, vous avez tu partages les Power BI aux équipes. Ouais. En fait, là, on est, alors pas encore tout à fait, mais je partage les résultats globaux, je les commente à toutes mes équipes. Donc 2 fois par an, on réunit tous les collaborateurs. Je leur présente le compte de résultats par activité, les marges. Alors c'est un peu touchy, parce que c'est pas habituel, mais par contre, je pense qu'au bout d'un moment, ça rentre. Ils se posent des questions. Ils disent ah d'accord, j'ai compris. Quand on me dit on peut pas investir, je comprends mieux pourquoi. Quand on dit voilà, l'absentéisme pèse très fortement sur la marge de l'entreprise, ils comprennent mieux pourquoi. Quand vous avez un absentéisme à 20% sur le ménage, vous avez vite compris le problème. Sauf que eux, ils le perçoivent pas. Ouais. Là, du coup, vous avez ces chiffres. Pour illustrer, en termes de management, derrière, vous êtes beaucoup plus puissant. En fait, vous leur amenez du concret. Surtout, on les implique, quoi. On les implique dans la vie de l'entreprise. Ils vous disent, on voudrait bien des primes. Oui, mais vous savez, quand on a perdu 4000 heures dans l'année, et que il y en a pour 7000 euros ou 8000 euros, enfin, je sais plus combien, j'aimerais bien vous les donner, mais... Ça me fait penser à une option, nous, dans l'application mobile, dans Ximi Mobile. On permet les remplacements entre intervenants dans une même équipe. Et on donne la visibilité aux intervenants du taux d'occupation. On est dans cette logique de donner un peu plus d'informations que d'habitude pour qu'ils puissent prendre des décisions. Est-ce que toi, au niveau des intervenants, est-ce que tu donnes des infos comme ça ou ça reste vraiment administratif? Alors non, on partage avec eux beaucoup de choses, mais ils sont pas en équipe autonome. Ils sont pas en équipe autonome. Non, parce qu'aujourd'hui, sur le métier du ménage ou du jardin, le jardin, c'est déjà une équipe autonome en soi. Donc, voilà. Les vitres, c'est pareil, ils sont 3 à 4, il n'y a pas de sujet. Et le ménage, aujourd'hui, j'ai du mal à voir comment on pourrait gérer en équipe autonome. Donc, du coup, j'ai pas ce sujet-là. Par contre, on essaye au maximum de les responsabiliser, de leur donner de l'info, de leur expliquer pourquoi on fait tel choix, tel choix. Enfin, on a une approche, on va dire, constructive. D'accord. Mais c'est sûr que c'est pas une équipe autonome où ils sont en jardin, oui, vitres aussi. C'est-à-dire que si en jardin, il y en a qui finissent plus tôt, ils vont appeler leurs collègues, donc on va pas suivre le temps d'activité directement dans l'outil, mais indirectement on l'aura quand on va valider les interventions dans Ximi. On saura le temps qu'on a détaché et qu'ils ont passé à aider leurs collègues. Et t'embarques tout le monde. Mais on embarque tout le monde. De toute façon, toute une entreprise autonome, parce que c'est vrai que là on se focalise beaucoup sur le staff, parce que c'est quand même la clé de voûte pour que ça marche. Mais il faut descendre jusqu'en bas. Il faut descendre jusqu'aux intervenants. Plus vous allez vers l'autonomie des intervenants, déjà plus ils se sentent responsabilité, plus ils se disent je suis impliqué dans ma boîte, on me fait confiance, j'ai envie de donner. Et puis plus vous avez de la sérénité au niveau du staff, ça fidélise. Et le staff subit moins la pression. Parce que c'est vrai que c'est quand même un métier qui est hyper méga oppressant. Ok. Et si tu devais donner 3 indicateurs justement à suivre au minimum, tes 3 indicateurs clés? Alors, le plus simple, c'est le chiffre d'affaires. Ça a un donné macro. Marge macro.
parce que quelque part, on sait aujourd'hui qu'un taux de marge en dessous de 40, voilà, c'est compliqué. En tout cas, dans le confort, hein, la dépendance, je connais pas, donc je vais pas m'avancer. Mais sur du confort, compte tenu des investissements qu'il peut y avoir sur des activités comme le jardin, on a besoin quand même d'avoir des taux de marge significatifs. Et puis après, disons qu'il y a les heures, ça peut être intéressant aussi, avec les taux d'occupation, parce que ça, effectivement... mais moi, je regarde plutôt les comptes de résultats par activité. Compte de résultats par activité. Ouais. Okay. Tous les mois, je regarde le compte de résultats. Non, je regarde pas. Oui, je regarde les comptes de résultats, mais en fait, il y en a un autre que je regarde peut-être un peu plus, c'est la composition de l'heure facturée. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, mes outils maintenant, tels que je les ai décrits, me permettent de dire, voilà, en moyenne sur le mois de mars, l'heure facturée a été à 40 €. Et voilà la décomposition des coûts associés à cette facture. Donc, je peux voir l'augmentation éventuellement de la masse salariale. Si la masse salariale augmente, c'est pas forcément que j'ai embauché du monde. C'est des fois aussi parce que j'ai un taux d'occupation qui est pas bon. Et puis du coup, forcément, alors quand on rapporte à l'heure facturée, il y a plus de masse salariale. Donc ça donne des alertes, enfin des points d'alerte. Après, vous voyez vos charges de fonctionnement, vous voyez vos dotations. Donc, du coup, vous êtes rapidement amené à vous poser les bonnes questions. Quand vous gérez à l'heure facturée, c'est imparable. C'est imparable. Ah ouais. Puis il y a aussi ce ratio aussi heure non facturée versus heure facturée. Oui. Ouais. Et ça joue vite. 10% d'heures non facturées, c'est le jour et la nuit en termes de marge. Là, je vous invite tous à faire les calculs. Vous allez voir, c'est impressionnant. Ouais. On aimerait bien faire moins, mais bon. Ça va vite. Ça va vite. Okay. Donc, tu l'as un peu dit sur la fidélisation, mais comment les équipes ont réagi parce que quand même c'est assez structuré, avec des rapports, des comptes rendus. Comment ils ont réagi par rapport à cette nouvelle organisation? Eux, en fait, sur ce sujet-là, ils ont les avantages sur les inconvénients. Ouais. Quelque part, on les rend plus autonomes, ils ont plus de liberté, ils gèrent leurs priorités un peu en fonction de ce qu'ils estiment nécessaire. On est quasiment dans un fonctionnement au résultat. Vous voyez, moi, je les manage au résultat quelque part plus qu'au temps. Donc, eux, ils voient ça. Après, toute la partie rapport, finalement, ils la voient pas, puisque c'est plutôt géré à mon niveau ou à celle de ma collègue. Et eux, ils ont que les extractions qui les intéressent pour éventuellement voir s'ils sont bons ou pas bons, sachant qu'ils ont déjà accès à Ximi pour tous les rapports de pilotage. Donc, quelque part, ils ont tous les avantages sans avoir les inconvénients. Le rapport va soutenir un peu ta nouvelle organisation, de rendre plus autonome, etc. Exactement. Mais ça va pas être un objectif en soi. Ça doit pas être un objectif. Ouais. Si vous dites, je délègue, mais moi, toutes les semaines, je veux un rapport, et puis qu'ils me rendent ça, et puis qu'ils me disent ce qu'ils ont, ça va pas marcher. Ouais. Si vous voulez que vos gens soient autonomes, il faut leur lâcher la bride, comme on dit, et les laisser vivre leur... Par contre, une fois par mois, tous les 2 mois, faire un petit point, est-ce que tu as avancé, machin, un truc, est-ce que tu as des difficultés? Oui, là, on est dans l'accompagnement. D'accord. Et que les gens soient moins dépendants de toi, qu'est-ce que ça t'a permis de faire, ou quel est les bénéfices directs pour toi? Alors, pour moi, je sais pas si vous vous rappelez, au tout début, je disais, c'était d'avoir un peu de liberté, de respirer. C'est un métier qui est oppressant. Et moi, je suis un fou de travail, mais c'est vrai qu'enquiller y ait des semaines à 7 jours de boulot, c'est quand même un peu... Puis, je suis pas si jeune que ça. Donc, il fallait que je ménage la bride, donc la monture, pardon. Donc, ça me permet aujourd'hui de redonner du sens à ce que je suis et à maximiser la valeur ajoutée que je peux apporter à l'entreprise. Moi, aujourd'hui, sur le terrain, entre nous, personne ne le saura, mais je suis très mauvais. Je suis très mauvais en termes opérationnels, à gérer les remplacements, les trucs, je suis pas bon. Moi, mon métier, c'est de gérer les entreprises, c'est de piloter, c'est d'organiser, c'est de donner une vision, c'est de communiquer à mes équipes, tout ça c'est mon truc. Tout ce temps que j'ai gagné à ne plus faire de l'opérationnel avec des gens qui sont autonomes et qui gèrent eux-mêmes les sujets, je le consacre à optimiser. Donc, je consacre à optimiser l'outil de gestion, à utiliser toutes les fonctionnalités, et Dieu sait qu'il y en a plein que je connaissais pas et que je me fais un plaisir de découvrir en me disant, tiens, on va pouvoir rajouter ça, on va gagner ça. Toutes ces tâches d'optimisation, on peut y aller franco. Je passe du temps à regarder la gestion de l'entreprise, à me dire, tiens, là, plutôt que de loin local, je vais peut-être prendre le temps de regarder si je peux pas en acheter un. Parce que vu le coût que je paye complet avec toutes les charges, ça fera peut-être que je me pose la question. Je recommence aussi à regarder des opérations de croissance externe. Tout ce que j'avais pas le temps de faire et qui, moi, me passionne, maintenant, j'arrive à le faire.
Alors, Ouais. pas autant que je voudrais, mais c'est normal. On peut jamais atteindre le nirvana. Mais c'est autre chose. Et en fait, après, vous avez beau être sur un métier oppressant, si vous arrivez à le faire avec une moitié de plaisir, bah, c'est plus pareil. C'est plus pareil du tout. On perd le Donc, sens de son travail. Ouais. C'est vrai que ce métier-là, moi, pendant les 3 premières années de la création, et c'est ce que vivent beaucoup de créateurs, bah, vous êtes au four, au moulin, vous gérez les remplacements, vous gérez les clients qui vous appellent, enfin, c'est... Voilà. Quand vous commencez à vous staffer, à vous organiser, vous commencez à vous libérer de tout ce qui vous pèse, et là, bah, après, vous avancez pour la boîte. Parce qu'en fait, c'est ça, vous avancez pour la boîte, mais c'est normal, si vous avez créé votre entreprise, c'est parce que vous avez envie de développer quelque chose, de faire des choses qui vous plaisent. Moi, je m'éclate. Voilà. D'ailleurs, si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai le temps de passer du temps avec vous pour vous partager mon vécu. C'est QFD. Voilà. Il y a 3 ans, je vous aurais dit, Florian, ça va pas être possible, hein. Ou alors entre 22h et minuit, quoi. Ouais, et ça, c'est la grosse majorité des dirigeants de service à la personne, quand même, sont sous l'eau, sont sur le terrain et ont du mal à faire la stratégie, à prendre du recul, etc. Ouais. C'est vrai que, on parle de stratégie, ça prend du temps de construire une stratégie, hein, ça se fait pas comme ça. Alors moi, je travaille avec des stratégies sur 3 ans. Il faut quand même le construire. Et puis une fois qu'on l'a construit, il faut le partager, il faut l'expliquer, il faut que les gens vous donnent leur ressenti. Voilà, parce que quand on rend l'entreprise autonome, il y a aussi ça. C'est que quand vous la rendez plus autonome, il faut accepter que la stratégie ne vienne pas que de vous. Si on pousse le sujet jusqu'au bout. Ce que je suis en train de faire. Puisque quelque part, on n'en a pas parlé, mais le dernier sujet aujourd'hui qui me reste à sécuriser, c'est cette partie stratégie. Aujourd'hui, elle repose quand même la plupart du temps sur le chef d'entreprise. Mais c'est bien le problème. Donc là, mon enjeu, c'est moi d'accompagner mes collaborateurs pour qu'ils soient force de position sur les idées, sur une vision. Alors, à 10 ans, c'est pas possible, mais sur 1 an, vous voyez, un projet de service. Des projets de service, une innovation, tel matériel, on pourrait... Voilà, plus ils vous alimentent, plus ils sont en train, quelque part, de mettre en place un bout de stratégie. Et là, du coup, le rôle qui est le mien, c'est d'agréger tout ça et de l'insérer dans quelque chose de plus global. Et du coup, c'est cette partie-là que je suis en train de faire avec ma collaboratrice que j'ai embauchée en alternance. Je suis en train de lui apprendre à prendre les sujets pour les transformer dans le cadre de quelque chose qui est à plus long terme, pour qu'elle puisse, elle aussi, capter tout ça, pour que je sois plus le seul à capter ces éléments et en faire quelque chose. Mais ça, c'est le plus compliqué, hein, puisque intuitivement, c'est quand même ce qui fait l'essence même du chef d'entreprise. La stratégie, c'est lui qui l'a, c'est lui qui a la vision. Ouais, mais ça se partage, ça peut, et puis très franchement, mes collaborateurs, des fois, ont des meilleures idées que moi, hein. Donc, ça vaut le coup d'écouter. Et ça rend ta stratégie de rendre plus autonome ton entreprise en impliquant un maximum de salariés. De toute façon, une fois qu'ils sont impliqués, vous avez tout gagné, hein. Déjà, ils sont fidèles, et puis au-delà de ça, ils sont porteurs, hein. C'est un peu leur bébé, l'entreprise. Voilà. Donc, vous avez des gens qui sont motivés, qui se posent des questions, qui vous sollicitent plus pour un problème, mais pour des solutions ou des trucs à faire qu'on pourrait faire demain. Vous voyez, moi, au tout début, quand j'ai démarré, on me sollicitait que pour les problèmes. Alors, déjà, vous êtes noyé, vous faites vos 70 heures par semaine, et en plus, à chaque fois qu'on vient vous voir, c'est pour un problème. Ou un client qui vous appelle pour dire il y a une tâche sur la table, comment... Là, maintenant, quand ils viennent me voir, c'est le client m'a appelé, j'ai traité comme ça, par contre, la prochaine fois, on pourrait peut-être faire ça. C'est le top. Oui, ça, on voit le bénéfice de les impliquer. On voit le bénéfice. Ok, hyper intéressant. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Plein de projets du coup, ce que j'ai compris, entre croissance externe, mieux utiliser Ximi. Beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées, ouais. Vous allez beaucoup me voir chez Ximi, j'ai beaucoup d'idées. Avec plaisir. Et merci à tous, merci à toi Stéphane. Merci Florian. Et à un prochain épisode d'Avenir à domicile. Merci. Au revoir. Au revoir.